Bonjour à tous, je suis Marlène Jean, je suis interne en psychiatrie et pédopsychiatrie à Paris et je travaille dans le service de pédopsychiatrie du centre hospitalier de Versailles sous la direction du professeur Speranza que je remercie, ainsi que le professeur Scheuken et le professeur Robin de me permettre d'être ici devant vous aujourd'hui et de vous présenter cette partie concernant l'annonce du diagnostic et la psychoéducation, qui est une partie qui compte vraiment pour moi et qui a été l'objet de nombreux questionnements au cours de mon parcours, et j'espère pouvoir continuer à vous convaincre de l'importance du diagnostic et peut-être vous donner des outils et des idées sur comment l'annoncer et comment réaliser la psychoéducation. Alors, vous l'aurez compris au cours des présentations de mes collègues, le développement de l'adolescent peut être interrompu par le trouble de la personnalité limite. Les adolescents, vous le savez, l'adolescence est une période charnière dans leur développement, dans la capacité à suivre sa scolarité. Les adolescents, ils sont soumis à de nombreux stress, c'est une période importante pour eux, pour la constitution de leur parcours socio-professionnel, la formation de leur identité, avec les risques que finalement ils se retrouvent dans des groupes qui ne seraient pas prosociaux, qui ne les aideraient pas à constituer leur identité, dans les relations avec les pairs et romantiques qui se complexifient à l'adolescence. Et le Good Psychiatric Management pour les adolescents peut les aider à avoir un meilleur sens de soi, augmenter leur conscience de leur hypersensibilité, de leur capacité à se comprendre et à comprendre les autres. Et c'est important chez eux, notamment qu'ils ne confondent pas les traits du trouble de personnalité limite avec une lenteur, une paresse, une incohérence ces idées ne vont pas être productives pour leur image et ne vont pas les aider à construire justement leur personnalité. Les signes d'alerte chez les adolescents, on vous en a déjà aussi un peu parlé, c'est notamment les comportements autodommageables, les tentatives de suicide itératives, les comportements impulsifs à risque, qu'ils soient de consommation de toxiques, sexuels, auto-agressifs, et ces deux signes seraient notamment plus à même de les faire franchir le seuil diagnostique, surtout si on considère l'importance de la présence uniquement de 3 symptômes pour commencer à prendre en charge les adolescents. Les autres signes seraient plus justement retrouvés chez les adolescents en sous-seuil, comme les problèmes d'internalisation et d'externalisation, les fréquents accès de colère, les comportements perturbateurs, les problèmes interpersonnels, l'hétéroagressivité, la très faible estime de soi, l'instabilité de l'identité et le manque de but dans la vie. Il y a de nombreuses résistances au diagnostic qui sont des sources de stigmatisation, et pour ma part, j'ai moi-même été dans un cas similaire, à me demander si finalement poser le diagnostic, ce n'était pas étiqueter les jeunes avec un diagnostic de trouble de personnalité limite qui allait leur coller à la peau, les marquer un peu au fer rouge, avec les difficultés dans les services des perceptions que l'on peut avoir d'eux, les expositions transversales, que ce sont des grands voyageurs qui sont intraitables. J'avais aussi peur d'offenser le patient et les parents qui ne soient pas en accord avec le diagnostic, qui le refusent, de mes propres réactions de contre-transfert. Est-ce que finalement poser le diagnostic, ça n'allait pas aussi me faire encore plus être inquiète au sujet de la suicidalité, finalement avoir des difficultés à supporter parfois les résistances que peuvent avoir ces patients volontaires au niveau du traitement et qui sont souvent liés à des attentes irréalistes, à nos propres attentes en matière de leurs compétences. Les traits de caractère aussi, souvent qu'on leur attribue, à savoir irresponsable, inconstant, égocentrique, ils sont en fait plus des défauts que des symptômes. L'image de soi aussi qui nous renvoie, il nous dit souvent qu'ils sont mauvais, qu'ils font les choses mal, et des informations qui sont souvent erronées sur leur étabilité et le pronostic et que nous allons voir plus loin. Alors les mythes sur le diagnostic chez les adolescents, ils sont nombreux, notamment le diagnostic est-il valide ou fiable avant l'âge de 18 ans ? Eh bien oui, le diagnostic il présente une fiabilité, une validité similaire à l'adolescence et à l'âge adulte. C'est pas moi qui le dis depuis mon pupitre, c'est le DSM-5 et la CIM-11 qui l'ont légitimé. Le diagnostic il n'apporte que du désespoir. Alors là aussi, non, la divulgation du diagnostic, elle facilite au contraire l'alliance thérapeutique et l'espoir. Et j'aimerais d'ailleurs vous citer le docteur Mélanie Denéris, avec qui j'ai eu la chance de travailler dans un service d'intervention de crise à Genève. Et son approche m'avait beaucoup plu parce qu'elle avait l'habitude d'annoncer le diagnostic en disant à ses patients qu'il était de bons pronostics et qu'au contraire c'était une bonne nouvelle et que c'était une chance finalement qu'ils aient ce diagnostic parce qu'on avait plein d'outils et de prise en charge qui pouvaient les aider. Et l'étude notamment de Rubowski le montre avec, suite à la divulgation du diagnostic, une augmentation de l'espoir et une amélioration de l'état général. Alors, est-ce que c'est pas juste de l'angoisse ou la fameuse crise d'adolescence qui va passer naturellement avec le temps ? Alors oui, pour
certains. Parfois, comme vous l'avez vu dans les présentations précédentes, les symptômes ils peuvent rester stables, ils peuvent s'améliorer, s'aggraver avec le temps. Mais même pour ceux dont les symptômes finissent par s'atténuer, les symptômes du trouble borderline à l'adolescence, ils permettent toujours de prédire des difficultés à l'âge adulte. Et donc c'est important de le prendre en charge le plus précocement possible. Je ne crois pas que je puisse traiter des patients qui ont un trouble de personnalité limite. Alors yes, you can. Il n'est pas nécessaire d'être un spécialiste du trouble pour le traiter efficacement, et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. C'est parce que justement les approches généralistes, elles peuvent être efficaces, et la nécessité est importante que nous soyons tous formés et que tous à notre échelle nous puissions aider à une bonne prise en charge, parce que comme John Gunderson le disait, le trouble de la personnalité limite est l'un un des troubles très spécifiques où une mauvaise prise en charge et on risque d'être néfaste finalement à nos patients et d'aggraver leur symptomatologie. Le patient ne se sentira pas honteux ou critiqué si jamais je lui annonce non plus. Ça, c'est vraiment une projection contre-transférentielle qui va perpétuer justement la stigmatisation. Au contraire, un diagnostic précis, comme pour tout autre trouble, réduit la stigmatisation, le bras-l'âme, l'aliénation, la colère. Ça apporte vraiment un soulagement à nos patients. Rien ne prouve que les adolescents ont une expérience négative de cette divulgation, lorsque bien sûr elle est effectuée dans le cadre d'un traitement. Et vous avez pour preuve les études de Courtney et Hall, de Pierce et Hall, qui justement ont fait passer des autoquestionnaires et les patients relevaient donc une représentation exacte par le diagnostic de leurs symptômes. Il n'y avait pas d'expérience négative. Le professeur Speranza me disait justement qu'au travers des études avec connexion familiale, ce qui ressortait notamment des adolescents et de leurs parents, c'était un ressenti de validation de la symptomatologie et de leur vécu. Et dans l'étude de Pierce et Hall, au sujet des familles, des soignants, il y avait une diminution de la charge subjective que représentaient les adolescents et une augmentation de la connaissance du trouble qui rentre dans la psychoéducation que nous verrons un peu plus loin. Je peux aider ce patient sans faire le diagnostic. Alors, c'est parfois vrai, mais souvent ce n'est pas le cas et vous risquez fortement d'être confronté à un moment à ce que votre patient vous demande qu'est-ce qui lui arrive, est-ce qu'il y a un diagnostic. Nos patients ils font de plus en plus de recherches, ils ne sont pas dupes et donc je pense que ça peut vraiment aider le patient et être un point d'entrée vers des thérapies qui peuvent l'aider et le soutenir. Alors justement, les avantages de l'annonce du diagnostic, ils sont nombreux. La diminution du sentiment d'unicité, d'aliénation, de ne pas être comme les autres, qui est quand même très difficile à vivre. Ça permet d'ancrer les attentes qui concernent l'évolution et les médicaments, et vous le verrez notamment dans la présentation de mon collègue Martin Blais. Nos patients, ils ont souvent, en tout cas les miens, des attentes assez irréalistes sur les médicaments, avec la recherche de cette molécule miracle qui permettrait d'éliminer tous les symptômes et d'enlever tous leurs problèmes. Et donc c'est important qu'on puisse justement les ancrer dans les attentes, ce qu'on peut attendre effectivement des médicaments et ceux sur lesquels les psychothérapies pourraient être plus efficaces. Ça permet de favoriser l'alliance, de médicaliser leur expérience, les rassurer aussi quant à notre compétence sur le sujet, on sait de quoi on parle et on a des outils pour les aider. Diminuer la culpabilité des parents et des jeunes et augmenter leur collaboration, ce qui est essentiel parce que les parents vont constituer le premier cercle de relations interpersonnelles et vont être un outil majeur et vont vraiment nous aider à la prise en charge. On est une équipe, pardon. Et préparer bien sûr les cliniciens à l'hypersensibilité de nos patients et à leur propre contre-transfert. Les autres avantages, c'est-à-dire qu'un diagnostic précoce, s'il améliore le résultat à long terme, vous l'avez vu, plus le trouble se chronicise, moins il est pris en charge tôt, plus les risques sont importants finalement que les troubles se cristallisent et qu'ils soient plus compliqués à prendre en charge. C'est notamment Paris qui le dit en 2014, avec même au-delà d'un an sans prise en charge, une problématique qui s'intensifie. Ça permet de minimiser l'interférence du trouble avec le développement normal, comme on en a parlé, de diminuer les probabilités d'intervention thérapeutique qui seraient inefficaces, voire néfastes, et augmenter celles qui vont être bénéfiques, éviter les diagnostics erronés dans le fameux trouble bipolaire à cycle ultra rapide en une journée, et d'éviter les multiples traitements. Les symptômes du trouble, vous le savez, ils sont donc envahissants, persistants, peu susceptibles d'être limités à un stade de développement particulier ou à un autre trouble mental. C'est le DSM qui le dit, la présence des symptômes est pendant un an. Vous pouvez utiliser le DSM pour justement annoncer le diagnostic en regardant les critères avec vos patients, justement pour les faire participer de manière active et pour pouvoir être au plus proche de ce qu'ils ressentent. Ces symptômes, comme le disent Sharp et Fonagy, peuvent être clairement distingués de l'adolescence typique par leur sévérité, leur omniprésence, leur évolution dans le temps et bien sûr la confluence des symptômes d'extériorisation et d'intériorisation. Les critères, vous les avez déjà
vues. C'est notamment l'hypersensibilité interpersonnelle, à savoir la peur de l'abandon. Et ça, la possibilité d'interroger nos patients, et c'est de le faire de manière la plus simple possible, comme vous disait le professeur Speranza, de parler vraiment simplement, de s'adapter à eux. Est-ce que tu as l'impression que parfois les gens autour de toi pourraient avoir envie de t'abandonner, ou crains-tu vraiment d'être abandonné? Si oui, qu'est-ce que tu as pu faire? Est-ce que envoyer des multiples textos, surveiller les réseaux sociaux pour éviter justement cet abandon, le demander de manière très claire? Les relations aussi instables qui vont être idéalisées, dévalorisées. Est-ce que parfois tu as l'impression d'être en tout ou rien, que tu vas adorer les gens, ou au contraire ensuite les détester, te disputer beaucoup avec tes groupes d'amis? Et puis le vide, est-ce que tu as parfois l'impression de ne rien ressentir, de ressentir comme un vide en toi? Et je voulais vous parler de 2 patientes, notamment une qui m'avait beaucoup marquée dans le service d'intervention de crise à Genève et qui m'avait fait encore mieux comprendre la peur de l'abandon, où elle me disait que finalement en soirée, en boîte de nuit avec ses amis, elle s'était retrouvée à un moment à l'extérieur du cercle où ils dansaient, et que brusquement elle avait senti un sentiment intense d'abandon, avec la résurgence d'idées suicidaires et des velléités de passage à l'acte. Et le sentiment d'abandon, il peut prendre des formes multiples. Et l'hypersensibilité interpersonnelle de nos patients, elle est importante. Et c'est important de pouvoir les questionner à ce sujet et de regarder les formes multiples qu'elles peuvent prendre. Parfois, je me sens tellement vide, me disait une autre patiente, comme si j'étais au bord d'un précipice, que je n'avais plus d'émotion, plus rien, et ça me terrifie. La dysrégulation affective et émotionnelle, donc c'est tout ce qui concerne justement l'instabilité affective. Est-ce que tu as parfois l'impression que tes émotions, elles font comme des montagnes russes, qu'elles peuvent changer plusieurs fois au cours d'une même journée, ou même au cours d'une heure? Les colères inappropriées et intenses, et je voulais justement vous citer aussi 2 de mes patientes, l'une qui me disait qu'effectivement ses émotions pouvaient changer plusieurs fois au cours de la journée, parfois même dans l'heure, qu'il suffisait d'un rien, et une autre qui me disait récemment qu'elle se sentait tout le temps en colère, et qu'elle pouvait vraiment exploser pour un rien. Le dyscontrôle comportemental, donc c'est effectivement la suicidalité récurrente, la menace d'auto-agressivité, donc c'est important de pouvoir questionner directement vos patients, est-ce que tu as déjà essayé de te tuer? L'impulsivité, tout ce qui concerne les conduites donc impulsives, sexuelles, les consommations excessives, ça peut être aussi les achats compulsifs, des vols, des consommations de nourriture excessive. Et j'ai une patiente qui me disait que quand la tension montait, elle n'arrivait plus à réfléchir, qu'elle voulait juste plus ressentir, et que dans ces cas-là, elle pouvait faire ce qu'elle appelait des bêtises, à savoir des passages à l'acte suicidaire. La cognition et l'identité perturbée, donc c'est cette image de soi instable, déformée, qu'il nous faut aussi interroger. Est-ce que parfois tu n'avais pas d'idée de qui tu étais? Est-ce que c'était difficile pour toi de pouvoir définir ta propre identité? Les épisodes de dépersonnalisation, les idées paranoïaques sous stress. Et je voulais vous citer notamment une de mes patientes qui disait que parfois en cours, elle avait l'impression qu'elle n'était pas réelle, que rien n'était réel et qu'elle était comme spectatrice. Donc ça peut aussi prendre en charge tout ce qui est méfiance par rapport aux autres et l'impression que les choses sont irréelles. On peut dire les choses très simplement. Les enfants qui sont nés très sensibles, ils éprouvent des sentiments intenses que les autres ne peuvent pas comprendre. Et ce n'est pas mauvais. Lorsqu'ils ne savent pas comment les gérer et que les personnes qui les entourent ne savent pas non plus comment les aider, cela peut parfois conduire à des problèmes à la maison, à l'école et entraîner des sentiments encore plus intenses. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes patients que finalement, l'hypersensibilité, c'est comme un super pouvoir. C'est-à-dire que c'est aussi ce qui fait nos patients être si intéressants, si passionnés dans leurs relations, dans leurs échanges avec les autres. Mais comme tout super pouvoir, il faut apprendre à le contrôler. Et pour ça, on a des moyens très simples que l'on va voir ensemble. Vous l'avez vu, le seuil de symptômes, il est encore flou chez les adolescents. D'où l'importance, et ce qui a été fait dans de nombreuses études, de finalement prendre déjà 3 symptômes, parce qu'ils ont montré une altération de la qualité de vie qui est liée à la santé similaire à celle de 5 symptômes, pour une prise en charge donc la plus précoce possible et la plus importante. Le refus du diagnostic et les fameux patients sous seuil. Donc, vous le savez, la personnalité à l'adolescence est encore en mutation. Que nous appelions cela un trouble de personnalité borderline, limite, que nous reconnaissions simplement que le problème principal de l'enfant, de l'adolescent, c'est un fonctionnement interpersonnel et personnel inadapté, dans tous les cas, nous devons faire la même chose, c'est l'aider à gérer ses symptômes et à avoir une vie. Que vous posiez ou pas le diagnostic, que ce soit le bon moment ou pas, l'important c'est que vous mettiez en place les choses pour aider votre patient, que vous ayez reconnu les symptômes et que vous sachiez quoi faire justement pour l'aider. Et ça, c'est la psychoéducation. C'est vraiment ce que tout patient et toute famille doivent savoir. Déjà, vous n'êtes pas seul.
et vous non plus. Il existe de nombreuses combinaisons de critères qui peuvent constituer le trouble. C'est pour ça qu'on a des représentations si différentes justement et que nos patients sont si différents. Ils peuvent donc sembler différents, c'est normal, mais vous n'êtes pas seul à essayer justement de gérer ces problèmes et c'est le message selon moi qui est primordial. Comment le trouble se développe-t-il? Ce n'est pas votre faute, ni celle de vos parents, ce serait quand même très facile. Il y a des prédispositions génétiques et biologiques qu'on a commencé à vous évoquer, notamment cette forte héritabilité de 55%, la place aussi du gène 5-HTTLPR, qui est en fait le promoteur du transporteur de la sérotonine, et qu'on a retrouvé comme augmenté. Ce niveau était augmenté en fonction de la majoration aussi des traits de personnalité limite. Oh, pardon. L'axe hypothalamo-hypophyso-surinarien est aussi concerné, avec une hyporéactivité de la sécrétion de cortisol au stress aigu, des diminutions aussi du volume de l'hypophyse, notamment chez des enfants qui avaient subi des traumatismes, et on peut constater aussi que finalement, les comportements parasuicidaires permettent de prédire les volumes de l'hypophyse, au début notamment du trouble. On constate aussi une réduction du volume du cortex cingulaire antérieur, du cortex orbitofrontal chez les adolescents. C'est une prédisposition effectivement héritée, ça ne veut pas dire que c'est une fatalité. Il y a aussi des recherches récentes, notamment au niveau fonctionnel, qui montrent des déconnexions frontolimbiques, notamment au niveau du cortex préfrontal, des amygdales, de l'hippocampe. En tout cas, les recherches sont en cours et on trouve en tout cas des signes très physiques, des prédispositions génétiques et biologiques. Et notamment des marqueurs neurobiologiques, comme les opioïdes. On a constaté qu'il y a une augmentation de la sensibilité au rejet et à l'abandon. C'est ce qui est très important dans la régulation des émotions, au niveau également de l'ocytocine et la vasopressine, qui sont impliquées dans les problématiques relationnelles, avec une majoration de la sensibilité sociale, de la méfiance, de l'antagonisme, et une augmentation de la colère dans les relations proches. Comme le dirait une chanteuse sud-américaine, on n'est pas tous égaux au niveau du tempérament. On varie sur un large spectre, qui va de la Twingo à la Ferrari. Alors vous l'aurez compris, l'intensité des émotions, on pourrait dire que c'est le moteur finalement d'une voiture si on se comparait à elle. Et l'accélérateur, ce serait la réactivité et l'impulsivité. Bon, la Twingo, certes, c'est pas très glamour, mais elle est fiable, elle est prévisible, elle n'est pas trop puissante, ça va vous conduire d'un point A à un point B. Bon, vous n'allez pas faire des accélérations incroyables, mais si jamais il y a un virage inattendu, s'il y a une bosse sur votre parcours, vous saurez quoi faire. La Ferrari, les personnes qui auraient un trouble de la personnalité limite, ce serait plus des Ferrari. Ils ont tendance, notamment si on touche à peine l'accélérateur, à passer au niveau des émotions d'une intensité de 0 à 100 à une fraction de seconde. C'est quand même plus compliqué du coup de faire face aux imprévus et aux virages inattendus, à ces fameuses bosses. L'idée, c'est d'apprendre à être un bon conducteur. Et donc, comme je vous l'ai dit, il y a un spectre important entre les deux et surtout, il y a beaucoup de façons d'apprendre à être un bon conducteur. Vous l'aurez compris, la génétique et l'environnement, comme le disait Marshall Inayam dans la théorie biosociale, ou encore Fonagy, ça fait l'objet d'une interaction entre le tempérament, entre les émotionnalités négatives, l'impulsivité, et l'environnement, notamment familial, mais aussi les autres facteurs environnementaux défavorables. Les étiologies du trouble, vous l'aurez compris, l'hypersensibilité relationnelle, le tempérament intense, ça va favoriser l'attribution de réponses négatives intenses envers les autres, ça va engendrer des réactions sociales négatives envers le patient, et ça va perpétuer cette boucle de rétroaction sociale négative qui va soutenir et intensifier le trouble. Les parents, ils ont souvent été tenus pour responsables du trouble. C'est un peu facile, notamment parce que l'augmentation des symptômes du trouble, cette impulsivité, cette affectivité négative, ça va être un bon prédicteur de la majoration des punitions sévères et d'une diminution des marques d'affection, qui va effectivement participer à l'entretien du trouble. D'où l'idée de la psychoéducation, et de permettre aux parents d'accéder à cette psychoéducation pour mieux comprendre le trouble. C'est la même chose avec les pères. Une majoration des symptômes, ça va être un prédicteur d'une augmentation du harcèlement, d'une augmentation du rejet, et finalement d'augmenter les risques. Et c'est vrai que j'ai souvent été frappée par finalement le nombre de mes patients qui étaient victimes de harcèlement, et finalement c'est un phénomène qui s'auto-entretient. Vous l'aurez compris, le changement, il prend du temps, et moi non plus je ne suis pas dupe, mais le traitement il est possible et vous avez des outils qui fonctionnent. Donc l'évolution précoce, vous l'aurez compris aussi, au cours des présentations de mes collègues, les traits ils apparaissent à l'adolescence, après la puberté, la prévalence elle est maximale chez le jeune adulte, et il y a un déclin linéaire. Du milieu de l'adolescence à la fin de la vingtaine, il n'y aura pas de soudaine augmentation, il y a une diminution de l'impulsivité, de la recherche de l'attention et de la dépendance, et une augmentation dans les compétences sociales et le contrôle de soi.
les symptômes, ils s'améliorent ou se détériorent en fonction des situations de la vie. Et pour certains adolescents, ils peuvent être entièrement résolus au fur et à mesure qu'ils grandissent. D'où l'importance d'une prise en charge adaptée et la plus précoce possible. Le parcours, je voulais vous présenter ce schéma parce que je trouve qu'il est vraiment parlant. Ce qui vous montre que finalement, au début du trouble, on peut avoir jusqu'à 7 symptômes en moyenne, et au bout de 10 ans, plus qu'un. Donc, le trouble, il s'améliore, et il est de bons pronostics. Je voulais aussi vous montrer ce graphique, parce qu'effectivement, le trouble, il s'améliore. Les patients, ils vont être en rémission. Il y a des patients qui vont être notamment de manière stable en rémission. Mais ce qui est aussi important de se souvenir, c'est que tous nos patients ne récupéreront pas ad integrum. Surtout si on a mis du temps avant de les prendre en charge de manière efficace et si on a laissé finalement le trouble s'enquister. D'où l'importance, effectivement, même si le trouble s'améliore au cours du temps, de l'aider en apportant une prise en charge adéquate. Le professeur Speranza vous en a parlé, il faut aussi avoir des bases, et notamment des habitudes saines qui peuvent les aider, je vous les ai remises ici, et le fameux School Before Dating, parce qu'effectivement, il faut d'abord être stable avant de pouvoir s'intéresser à des relations interpersonnelles qui sont d'un niveau de complexité supérieur. Il faut avoir cette stabilité. Les connaissances de la santé mentale, elles vous sont importantes, et c'est important de les transmettre à nos patients, à leurs familles, à leurs proches, parce que la conceptualisation sur les troubles, ça peut les aider justement à les reconnaître, à les gérer, à les prévenir, leur permettre de devenir autonomes, qu'ils puissent identifier les facteurs de risque, rechercher des informations sur leur santé mentale, et finalement l'aide appropriée au niveau des soins personnels, de l'aide professionnelle, et les attitudes qui vont se favoriser. C'est vraiment une éducation sociétale, pour notamment faire tomber les barrières, la stigmatisation. Et en ce sens, vous avez de nombreux moyens. Il y a beaucoup de psychoéducation qui sont en cours et dont vous pouvez vous inspirer. Certaines ont même été réalisées sur Internet et montré des diminutions importantes des symptômes du trouble, une augmentation plus importante du fonctionnement psychosocial, une diminution de l'impulsivité, des relations instables, et ce dès 12 semaines, des diminutions des symptômes affectifs, cognitifs, certains moins de l'impulsivité, mais c'était des suivis courts. En tout cas, ça fonctionne. Les interventions précoces, je vous les ai remises ici. Il y en a plusieurs, je ne vais pas m'attarder, et la JPMA en fait partie. Le changement, il prend du temps, mais le rétablissement, il est possible. Et le diagnostic n'est pas une condamnation à vie, bien au contraire. Et s'il y a un message que j'aimerais vous faire passer, en tout cas, c'est celui-là. Je vous remercie pour votre attention.